à CBC. Tout de suite avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors je me demandais si cette année s'était terminée et commençait avec quelques surprises. Je pense entre autres à ce récent sondage léger Journal de Montréal qui vous plaçait quand même assez haut chez les personnalités les plus populaires au Québec en 2020, sur un pied d'égalité avec les Véronique Cloutier, les Ricardo, les Gino Chouinard et autres figures chouchou et très populaires. Est-ce que ça a été une surprise? Oh, je crois que ce sondage devait être excellent en général, mais pour ce qui est de mon cas, voyons-y, ne mélangeons pas tout. C'est-à-dire, il y a des figures qui appartiennent à l'espace public d'authentiques célébrités. Ensuite, il y a des figures qui apparaissent de manière circonstancielle à cause d'une controverse particulière, ce qui était probablement mon cas enfin, à la fin de l'année suite à l'affaire de l'Association des libraires. Mais gardons la tête froide et évitons de tout mélanger. C'est un passage probablement bref dans cette liste et j'ai pas prétention à m'y installer définitivement. Mais donc, moi qui avais envie qu'on fasse un grand bout de conversation sur le fait qu'un intellectuel se trouvait parmi les personnes les plus populaires au Québec, qu'est-ce que ça dit de notre société? Alors, tout ce bout de conversation, on l'aura pas, Mathieu Bock-Côté. Ça va. Moi, je considère que mon travail dans l'espace public consiste, j'ai toujours dit, à défendre dire les choses telles que je les vois, d'abord et avant tout. C'est-à-dire, il faut décrire les choses telles qu'on les voit, le plus honnêtement possible, à travers l'angle qui est le nôtre, évidemment, mais le plus honnêtement possible, en tenant compte du fait qu'il y a toujours d'autres perspectives que la nôtre dans le débat public. Je constate, hélas, avec tristesse, que une bonne partie des idées qui sont à peu près les miennes sont dans l'espace public, rarement accueillies favorablement. Disons Attendez. Parce que vous êtes 4 fois par semaine dans le Journal de Montréal, tous les samedis dans le Figaro, un blog par semaine sur le site du journal. Vous faites partie de l'équipe des débatteurs à la Joute à LCN. Vous animez tous les mardis les idées mènent le monde sur Cube. Vous avez un livre à peu près à tous les 2 ans et vous avez des élèves devant vous au HEC. On peut pas dire que vos idées circulent pas. Et celles qui ressemblent aux vôtres. Je reprends. Les idées qui sont à peu près les miennes. Dans l'espace public, mais vous m'obligez à le dire, dans l'espace public qui est le vôtre, surtout les médias publics. Vous avez vous-même déjà, je m'en souviens très bien, ça m'avait marqué de votre part. Vous aviez expliqué que vous ne vouliez plus recevoir dans certaines de vos émissions des gens qui ne partageaient pas, par exemple, vos valeurs féministes, par exemple, et ainsi de suite. Alors moi, ça m'inquiète parce que je considère que les radios publiques, la télévision publique ne peuvent pas être privatisées en fonction d'une idéologie quelle qu'elle soit. Seriez-vous une indépendantiste ardente, une nationaliste convaincue que je me désolerais du fait que vous choisissiez vos invités en fonction de vos préférences idéologiques? Je m'en désole aussi si c'est d'autres, évidemment. Donc, le fait est que les idées qui sont les miennes globalement, bien que j'ai accès à l'espace public, il n'y a pas de doute là-dessus, trop souvent, des idées sont présentées de manière dédaigneuse. Quand vous annonciez ce matin, par exemple, vous annonciez une entrevue franche et directe. Si vous recevez certaines de vos autres invités, elles sont pas moins franches et directes. Rarement on utilise des termes comme ça à la manière d'une forme de mise en garde. Ça me dérange pas, c'est tout à fait votre droit. Mais pourquoi c'est une mise en garde franche et directe? C'est plutôt des qualificatifs authentiques. Vous qui êtes dans la vérité, c'est vraiment ça qu'on a. Si vous recevez Aurélie Langto, Émilie Nicolas, faites la liste, Christopher Curtis, je vous entendrai rarement dire nous le recevrons de manière franche et directe. C'est sous le signe de la complicité rieuse. Oh non, je pense que là vous prêtez, parce que ça dépend des sujets dont on discute. Quand on discute de sujets controversés ou de sujets chauds, peu importe les invités, on y va de façon sans tabou, directe et franche, peu importe. Je pourrais très bien avoir... Oui, allez-y. Je vais vous donner un exemple. Quand vous parliez en début d'année l'an passé de Fragilité blanche, avec le livre de Robin DiAngelo, ou de racisme systémique, avec des invités qui pensaient à peu près tous la même chose, vous n'étiez pas sur le mode franc et direct, vous étiez sur le mode de la complicité. Et c'est normal. C'était vos idées. Je le comprends très bien. Mais le fait est que lorsqu'on reçoit des gens qui ont à peu près pensé mes idées sur la question de la laïcité, sur le fait que je critique les seuils d'immigration, le multiculturalisme canadien, le fait que je n'adhère pas du tout à la théorie du racisme systémique, que ces notions-là, je les critique. Normalement, dans l'espace public, ces critiques-là, on va les associer à la frilosité, la peur de l'autre, le populisme. Et pour moi, ça, c'est inquiétant. OK, laissez-moi revenir sur 2 choses. Parce qu'effectivement, j'ai commencé cet entretien en disant peut-être qu'il y a des surprises qui sont arrivées dans votre vie comme ce sondage et comme aussi notre invitation. Parce que quand on vous a appelé la semaine dernière, Mathieu Bock-Côté, vous avez été un peu surpris de cette invitation parce que, je crois, je vais pas vous mettre des mots dans la bouche, est-ce que ça se peut?
Non, surprise, j'écoute la suite. OK, d'accord. Surprise parce que justement, 2 jours après ce premier segment de la saison sur Fragilité Blanche avec Fabrice Ville, Nathalie Collard et Noémie Mercier, vous avez fait un papier, une chronique dans le Journal de Montréal où il y avait effectivement plusieurs critiques. Je reviens sur 2 choses parce que vous en avez parlé. Le fait que j'ai dit dans Le Devoir en novembre 2017, je vous souligne que vous avez omis de dire que c'était 3 semaines après moi aussi et que lorsque je parlais de ne pas vouloir inviter certaines personnes, à ce moment-là, j'étais à la télé. Les règles sont très différentes à la télévision, j'apprends moi-même, et à la radio de Radio-Canada. Je parlais d'inviter des gens qui, effectivement, ont pu, ou sur moi ou sur d'autres, avoir des gestes répréhensibles et ne pas vouloir encenser nécessairement ou les recevoir sans complaisance. Alors, effectivement, la façon dont ça a été présenté dans Le Devoir, et j'en tiens la grande responsabilité, je ne ferai pas partie du club des malcités, était que maintenant, je remettrais en question, effectivement, d'inviter les gens avec qui je ne partage pas certaines valeurs humanistes. Humaine ou créative, je vous oui, cite. parce que quand on promouvoit, par exemple, un album ou par exemple, qu'on est d'une maison de disques et qu'on sait qu'il y a certains comportements allégués, disons-le, dans un mouvement comme celui de cet été, les dénonciations, où il y a 3 ans, parce que je disais que je pouvais pas monter à chaque palier, dire pourquoi je veux pas recevoir tel invité, pourquoi je veux pas recevoir tel invité, et que là, maintenant, je le ferais. Donc, mais c'est vrai que ça peut absolument prêter à confusion. Et d'ailleurs, la question de cette objectivité journalistique à Radio-Canada, elle est très importante. Donc, êtes-vous en train de dire, Mathieu Bock-Côté, qu'on ne peut pas faire preuve d'une certaine objectivité, d'un maximum d'objectivité quand on a un micro à la radio publique? Non, au contraire, j'espère. Je crois justement que la radio publique, pour moi, c'est quand même... Nos sociétés ont trouvé, à travers la radio publique, la télévision publique, la possibilité de créer des espaces qui, justement, sont ceux de l'ensemble de la population, donc des gens qui ont une diversité de points de vue, diversité d'approche par rapport au monde. Et de ce point de vue, il y a un privilège tout à fait singulier, privilège radiophonique dans les circonstances ou télévisuelles. Et ça, à mon avis, ça vient avec cette idée qu'il ne faut pas transformer ce micro en lieu de militantisme. Or, quand on, par exemple, on considère, quand on fait une espèce de promotion active de la théorie du racisme systémique, je donne cet exemple-là, je pourrais en donner d'autres. Est-ce qu'on peut parler de présentation? Présentation, si je peux me permettre, présentation orientée, militante, avec une perplexité toujours reconduite devant ceux qui adhèrent pas à cette théorie, avec cette idée qu'on puisse affirmer que ceux qui n'y adhèrent pas sont probablement des gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas assez évolué ou qui sont pas assez avancés. On peut, devant cela, me semble-t-il, parler de militantisme. Et moi, tout ce que je dis par rapport à ça, c'est quand on a ce privilège immense et qui est formidable d'avoir les ondes publiques, la radio publique, la télévision publique, on devrait toujours savoir que le camp d'en face, appelons-le comme ça, vous avez votre famille de pensée, je pense pas que c'est exagéré de dire qu'on n'est pas dans la même, la famille de pensée qui est dans le camp d'en face, on doit supposer qu'elle n'est pas nécessairement animée par l'incompréhension ou la mauvaise foi. Et quand on a un sujet comme la notion de fragilité blanche, vous aviez organisé une émission là-dessus, moi, ça m'avait fasciné. Je vous avoue que j'avais été un peu choqué parce que j'avais l'impression d'être dans une espèce d'encensement de cette théorie où tout le monde était occupé à en rajouter dans la même direction. Et je me disais, mais où est la note discordante? En fait, on n'était pas dans la même réaction parce que il arrive, comme par exemple, je vous donne un autre exemple. Nous avons reçu ici autour d'un livre qui s'appelle Le Projet P, où des femmes ont parlé dans ce collectif de leurs histoires de pénis. Et on a reçu des courriels qui nous disaient, mais pourquoi pas un homme autour de cette table? Parce que nous parlions de ce livre-là, nous avons choisi non pas de parler du pénis dans la société, mais bien à l'intérieur de ce cadre-là qui est ce livre-là. Ce que nous avions choisi de faire avec Fragilité Blanche, c'est-à-dire de parler de cet angle précis du livre et non pas de trouver 3 personnes qui ont lu le livre, dont 2 ou une qui serait en désaccord. Nathalie Collard, étant une femme blanche, était au centre des préoccupations parce que le livre s'adresse beaucoup aux alliés
alliés blancs, donc qui pensent qu'ils sont parfaits puis qui ne le sont pas. Fabrice Ville et Noémie Mercier, comme l'auteur, font des conférences sur certaines notions de racisme à l'intérieur des entreprises. Donc, on avait 3 personnes au profil différent pour parler de ce phénomène. Oui, alors que plus tard dans la saison, 2 semaines après, on a parlé ici avec France Castel du blackface qu'elle a fait, puis elle voyait pas le problème avec ça, puis jamais on l'a confronté. Donc, l'équilibre se fait sur l'ensemble de la grille. Mais c'est intéressant votre point de vue parce que vous nous parlez de diversité en faisant référence à la couleur des gens. Vous êtes une femme blanche, ensuite une femme noire, un homme noir. Et moi, c'est une des choses, par exemple, qui m'inquiète dans notre société aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'obsession raciale ou la tentation racialiste, qui consiste à définir les gens à partir de leur couleur de peau et lorsqu'ils se prononcent sur un sujet, d'abord savoir s'ils ont la couleur de peau autorisée pour en parler. La notion de fragilité blanche, par exemple, c'est un concept, quand on lit ce livre-là, qui, personnellement, je trouve que c'est un livre épouvantable, j'ai eu l'occasion de l'expliquer en différents endroits, quand on avance, imaginez, Pénélope, si vous aviez, par exemple, là, un livre indépendantiste ultra, là, vraiment là, tout à fait enragé, là, et là, vous avez 4 indépendantistes pour en parler sur le mode de l'encensement. Il se pourrait que Radio-Canada se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc moi, ce que je me demande, c'est pourquoi certains sujets passent pour consensuels et certains sujets passent pour controversés. Vous avez utilisé ce mot-là tantôt en parlant de sujets controversés. Qui décide des controversés? Je vous avoue que de mon point de vue, Mme McCoy, dans mon environnement, je suis persuadé que dans votre environnement, je suis controversé. Mais sachez que dans le mien, vous l'êtes incroyablement. Vous l'êtes incroyablement. Alors, on est d'où la raison pour laquelle je suis probablement pas invitée à Cube Radio non plus, comme vous n'êtes possiblement pas invité souvent à Radio-Canada, quoique plus dernièrement. Mais avec cette nuance, encore une fois, que je dis que la notion de controversée est une notion qui est assez arbitraire. Et moi, c'est pour ça que je mets dans le livre auquel vous faisiez référence, L'Empire du politiquement correct, qui est mon dernier, c'est dans ce livre-là, je m'intéresse beaucoup justement à ce vocabulaire-là qui marque l'espace public, mais sans qu'on s'en rende compte. Quand on dit controversé, entendu de quelqu'un qui est un polémiste. Hein, on dit d'un, on dira c'est un intellectuel, de l'autre, on va dire c'est un polémiste. Quand on va dire que c'est un dérapage, il y a un dérapage, donc ça veut dire que je comprends qu'il y a une route tracée, puis on peut pas s'en éloigner. Quand on a fait un dérapage, quand on dirait qu'il y a des idées sulfureuses, ben c'est quoi cette manière-là de penser du nez? Alors moi, tout ce vocabulaire-là, ça m'intéresse, cette espèce de vocabulaire qui s'est incrusté dans le langage public aujourd'hui, dans le langage de nos sociétés, et qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Est-ce que vous appelez la peste idéologique, hein? Une peste idéologique, sachez, il en manque pas, hein. Mais cette espèce de, ça, c'est ce que j'appelle la fameuse tendance woke. La fameuse tendance woke qui nous vient des campus américains, qui sont quelquefois, qui sont terrifiants à bien des égards. Ce qui s'est passé à Evergreen a eu une espèce d'effet de contamination. Donc, cette idée que devant soi, on n'a plus un adversaire, on a un ennemi. Et pire encore, un ennemi de l'humanité. Et là, c'est la tentation de réduire l'autre à la figure du raciste, du sexiste, du phobe, de l'infréquentable, du fasciste même quelquefois. Cette tentation de présenter l'autre comme un infréquentable absolu, pour moi, ça, c'est une des choses les plus inquiétantes dans la démocratie aujourd'hui, et ça nous frappe, hélas, au Québec aussi. Alors, il y a, pour certains, tout ce que vous venez de nommer fait partie d'un type de progressisme. Et la question du progressisme est une question qui vous intéresse depuis vraiment longtemps. Vous écriviez il y a presque 10 ans dans un fragment d'une éducation conservatrice. Je vous cite, il y a quelque chose dans l'utopisme du progressisme qui m'a toujours paru en contradiction avec la nature humaine. Quelque chose comme un désaveu du réel, comme une falsification de la condition politique occidentale. Et là, vous dites, dans l'Empire du politiquement correct, votre dernier livre dont vous venez de nous parler, le progressisme chante le cosmopolitisme, la mobilité universelle, la fluidité identitaire. Mon Dieu, j'ai pas votre talent pour ces mots. Le conservatisme rappelle la nécessité de l'enracinement, le poids de l'histoire. Trop conservatrice, une société stagne et étouffe. Trop progressiste, elle se désagrège. Qu'est-ce qui vous inquiète? En fait, j'aurais même envie de vous demander, parce que le contraire du progressisme, c'est l'immobilisme. C'est non, oui. Dans le dictionnaire, oui. Dans le dictionnaire, oui. Dans la Rousse, oui. C'est immobilisme, c'est intégrisme et c'est conservatisme. Ce sont les trois... C'est un étrange jeu de définition que vous nous proposez. Quand on fait une histoire... c'est pas moi ce qu'il propose, c'est la Rousse. Quand on fait une histoire des doctrines politiques, l'envers du progressisme, c'est... Enfin, se donner le titre de progressiste, c'est une forme de compliment qu'on se fait à soi-même. Hein. C'est comme les gens qui se présentent comme des humanistes. Bon, formidable. Moi, je suis un humaniste, en plus, je suis progressiste, et sachez que j'aime le genre humain. Une fois que c'est dit comme tel, c'est beau. Alors, le progressisme, si on prend au sérieux dans l'histoire des idées, l'envers du progressisme, c'est le conservatisme,
que, me semble-t-il, on devrait définir sans le réduire justement à un intégrisme ou sans le réduire à un immobilisme. Qu'est-ce que c'est pour moi le conservatisme? Ça, ce sont mes définitions, mais je crois les avoir développées dans des livres, dans des articles. Le conservatisme, tel que je l'entends, c'est une conscience interne à la modernité, que la modernité a des limites. Et par exemple, on croit à l'universel. Oui, on croit tous à l'universel, mais le conservatisme nous dit un instant, il n'y a d'universel que par le biais d'un enracinement. Il n'y a d'universel que par le biais d'une culture particulière par laquelle il y a un élan vers l'universel ensuite. Le progressisme, c'est cette tentation, cette croyance, effectivement, en la possibilité d'une société réconciliée, d'une société qui se place sous le signe... Mais égalitaire aussi, non? Parce que sans progressisme, il y aurait sans féminisme, mais je peux pas croire que vous pensez que tout est à rejeter dans le progressisme. Mais j'ai jamais dit ça. Non, mais c'est ça. C'est parce que vous venez de me citer où je dis le contraire. Je dis qu'une société qui ne serait que conservatrice, une société qui ne serait que conservatrice serait étouffante. Elle serait muséifiée, elle serait asphyxiante. Mais trop progressiste. Une société qui n'est que progressiste, c'est-à-dire qui est toujours dans la remise en question de l'histoire, de la mémoire, de l'héritage, de la culture, qui croit que tout est toujours dans la déconstruction, comme on le voit un peu dans l'université aujourd'hui, qui tend à confondre quelquefois l'idéologie et l'expertise. Eh bien, ça fait une société qui, quelquefois, est déréalisée, qui perd le sens des permanences historiques. Donc, moi, je crois qu'une société féconde politiquement est une société où conservatisme et progressisme parviennent à se parler. Où donc, et c'est pour ça que je dis toujours une société qui ne serait... Une société a besoin d'enracinement et de cosmopolitisme. Elle a besoin de conservatisme et de progressisme. Elle a besoin d'autorité et de liberté. Et pour vous, la balance, c'est comme inégale. Et pour vous, la balance, en ce moment, on est clairement dans des excès que vous voyez quoi dans la rue, dans la vie de tous les jours, ou en écoutant Radio-Canada, ou en lisant la presse, ou... Ce qui m'inquiète, moi, surtout, je vous avouerai, c'est ce que j'appelle le noyau idéologique du régime, c'est l'université. C'est les médias aussi, mais ça, c'est un autre registre. C'est-à-dire, dans l'université, on le voit aujourd'hui, je l'ai évoqué tantôt avec la présence du wokisme, la secte woke dans l'université qui est très présente, qui réussit quelquefois à faire passer ses obsessions pour des cadres théoriques. Ça, pour moi, ça m'inquiète. Mais plus largement, moi, ce qui m'inquiète, c'est la tendance à la disqualification de toute idée contraire. Alors, je le disais tantôt, imaginons que je vous dise, comme on peut l'entendre, qu'il faut baisser significativement, à mon avis, les seuils d'immigration parce que nous ne sommes pas capables au Québec d'intégrer autant qu'on reçoit en ce moment pour des questions d'intégration sociale, d'avenir du français, d'avenir du Québec, de la capacité de préserver l'identité québécoise. Trop souvent, la réponse à ça, ça va être xénophobie, racisme, refus de l'autre. Et non, si le point de départ de la discussion, c'est la transformation de l'autre en xénophobe ou en raciste, il n'y a plus de discussion possible. Dire, si on est vraiment devant un raciste, on arrête de parler. Si on est vraiment devant un raciste, on a un vrai problème. Alors le problème, c'est quand je vous disais, dans le débat sur la laïcité, la loi 21 ou la charte des valeurs, et qu'on disait, oh là là, fermeture à l'autre, islamophobie. Bon, il n'y a pas vraiment de débat possible là-dedans. Ou quand, sur la question du racisme systémique, on nous répond, ah non, si vous confondez racisme systémique et systématique, vous n'avez pas compris, c'est parce que vous êtes blanc que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand on est dans cette logique-là, il n'y a plus de débat possible, parce que c'est une forme de présomption de supériorité qu'on se donne à soi-même. Puis moi, je lis quelquefois certains intellectuels qui traversent le débat public, j'ai l'impression qu'ils regardent le monde de tellement haut qu'ils vont finir par manquer d'air, ils vont avoir le vertige. Et là, il est temps, me semble-t-il, de renouer avec cette idée que le camp d'en face, on pardonnera cette formule, on doit accepter la légitimité de son point de vue. Puis ensuite, croyez-moi, je suis pas contre ce qu'on appelle le progressisme. Il y a plusieurs idées, on pourrait les segmenter une par une. Je suis parfaitement prêt à les accepter, les accorder. Il y a pas de souci avec ça. Ce que je dis, c'est qu'on ne saurait tolérer qu'un camp ait le monopole du vrai, du bien, du juste. Or, quand vous dites progressisme égale progrès, ben, c'est déjà une confusion que je ferais pas. Hein, il y aurait des nuances à faire. Mais cela dit, moi, c'est pour ça que je dirais qu'il faut toujours se méfier de ceux qui croient avoir le monopole du vrai, du juste et du bien tout à la fois et qui veulent éclairer ensuite ceux qui seraient encore dans les ténèbres du préjugé. Je crois qu'on devrait retrouver une vision plus pluraliste au vrai sens du terme de l'espace public, la diversité des points de vue, la diversité des opinions. Je terminerai, Mathieu Bock-Côté, parce qu'il y a un article que vous avez fait en début d'année où, le 7 janvier, en fait, où vous regardiez les choses là, à surveiller pendant l'année et certains des espoirs que vous aviez. Et il nous reste une petite minute. Vous écrivez la nouvelle loi 101 qui nous est promise, d'ailleurs on l'attend au printemps, là, sera-t-elle à la hauteur de la situation? Quelles sont vos attentes par rapport à ce que le ministre Simon Jolin Barrette fera avec ça?
Ah mon Dieu, il est dans une coalition, Simon Jolin Barrette. Il pourra pas aller aussi loin qu'il veut aller, ça on le sait déjà. Qu'il veut aller ou qu'il devrait aller? Ben, qu'il devrait, qu'il voudrait. On y a ouvert la porte au cégep français, Simon Jolin Barrette, avant de se la faire refermer au nez assez clairement. Donc, je pense que quant à moi, oui, absolument. Alors, je ne sais pas, mais c'est une vaste coalition, la CAQ. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que, en fait, il va falloir prendre au sérieux l'idée qu'on est en train de perdre la situation complètement à Montréal et à Laval, que la norme en ce moment à Montréal, c'est l'anglicisation et à Laval aussi de plus en plus. Donc, pour répondre à ça, il va falloir poser la question du cégep français, à tout le moins, il le faudrait. Il va falloir poser la question des seuils d'immigration, il le faudrait. Il va falloir poser la question de la langue de communication de l'État. Est-ce qu'au Québec, l'État québécois considère que le français n'est qu'une langue sur deux? La langue des services publics. Il va falloir poser la question du financement de l'éducation supérieure. Moi, l'agrandissement de Dawson est un scandale absolu en ce moment. C'est pas normal que le plus gros cégep au Québec soit un cégep anglophone. Ça n'a pas de bon sens. Et ça anglicise. Alors, il faut s'intéresser à cette question de l'anglicisation de Montréal et de Laval. Il faut s'inquiéter de cette anglicisation-là et se rappeler que le français au Québec n'est pas qu'une langue sur deux. Ça doit être notre langue commune. C'est à travers ça qu'on se retrouve comme peuple au-delà de toutes nos différences. C'est notre marqueur en Amérique au fil des siècles. Et j'espère vraiment que le gouvernement de la CAQ fera pas tout ce que j'espère. Hein. On vit en ce monde, il y a des réalités, il y a des gens qui pensent pas comme nous. Mais j'espère que la CAQ va marquer quand même une rupture avec toute cette espèce d'univers mental de la démission, de la négation de la réalité, de cette espèce de négation du fait que le français était en recul. J'espère que la CAQ va prendre un pas dans la bonne direction. Probablement, elle n'ira pas aussi loin que je le souhaite, mais j'espère qu'elle va aller dans la bonne direction. Puis à partir de là, le débat se fera sur une nouvelle loi 101 qui va, j'espère, donner un nouvel élan politique et culturel à la langue française au Québec. Oui, le français recule, l'anglais recule aussi au profit non, d'autres langues. Tout de même, faut pas tout mélanger. Il y a une anglicisation au Québec. Faut pas se comprendre. Il n'y a pas de recul de l'anglais au Québec. Ça, c'est une lubie. Il y a un recul du français qui est terrible et qu'il y a une anglicisation qui est tout aussi réelle. Je pense que faire semblant que les deux reculent, c'est faire semblant qu'on n'est pas en Amérique du Nord, qu'on n'est pas au Canada, qu'on n'est pas à côté des États-Unis. Dire l'anglais n'est pas en danger au Québec. J'invite quand même les gens, pour un autre point de vue, à lire ce matin Mario Polaise et Pierre Fortin, une lettre ouverte dans la presse. L'un est professeur émérite à l'Institut national de la recherche scientifique à l'INRS et l'autre à l'Université du Québec à Montréal pour parler justement de cette langue. Et Frédéric Lacroix, son livre remarquable, Pourquoi la loi 101 est un échec, aux éditions du Boréal, paru il y a quelques semaines, fin 2020, une description fine, chiffrée, documentée, remarquable sur la situation du français. Vous pourriez d'ailleurs le recevoir à votre émission, je crois que vous l'apprécieriez. Absolument, ça c'est sûr que ça m'intéresserait. Et donc, Mario Polaise et Pierre Fortin vont complètement dans l'autre thèse que ce n'est pas un échec, parce que dans les années 70, 90% des immigrants allaient à l'école anglaise, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, parler d'un échec total pour certains n'est pas une option, mais effectivement, comme vous venez de le mentionner, le livre nous servira très certainement de référence bien documentée. Je fais confiance là-dessus, Mathieu Bock-Côté. Alors, c'était trop court, évidemment, une vingtaine de minutes, mais il y aura un grand entretien cet hiver sur nos ondes. Très hâte d'entendre ça et on vous lit évidemment Journal de Montréal, Figaro, on vous écoute à LCN et sur Cube également. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté, d'avoir accepté l'invitation. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.